Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous de nouveau pour ce post-ESMO 2022 présenté par toute l'équipe de Gustave Roussy. Alors c'était un ESMO un peu particulier puisqu'il se passait à Paris. De nouveau en fait, puisque l'ESMO 2021 était à Paris mais très largement virtuel étant donné la pandémie il y a un an. Cette année, les choses étaient très très différentes, autour de 25 000 participants, 80% des inscrits étaient présents sur site au Palais des Congrès et beaucoup de données ont été présentées avec des choses, je crois, très intéressantes qu'on va essayer de vous résumer ce soir. Alors moi je m'appelle Karim Fizazi, je suis oncologue médical à Gustave Roussy et j'ai la joie pour ce post-ESMO d'avoir été rejoint par Laurence Elbigès, Alexandra Lery et Benjamin Bess qui vont animer cette soirée avec moi au fur et à mesure des différentes thématiques qui seront abordées. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec les soins de support et les soins palliatifs. J'ai le plaisir, pour le coup, d'avoir avec moi Anda Sampetrean et Mario Di Palma. Et Anda, je crois qu'on va commencer avec toi avec les soins palliatifs, si tu veux bien. Oui, en effet, bonjour. Donc, dans les soins palliatifs, j'ai choisi de vous parler d'une étude présentée par une équipe italienne qui évaluait un outil d'intégration précoce des soins palliatifs chez les patients atteints d'un cancer avancé. En fait, dans cette étude, il y a eu plus de 700 patients qui ont été inclus. La majorité des patients étaient atteints par des cancers gastro-intestinaux et étaient en phase métastatique. Donc, comme outil, il y a eu une évaluation multidisciplinaire de ces patients par oncologue et équipe de soins palliatifs. Et du coup, les patients étaient orientés puis pour un suivi en soins palliatifs à certains degrés d'urgence en base d'un formulaire qui était rempli par l'oncologue référent et qui évaluait, qui cotait des critères cliniques, critères pronostiques, thérapeutiques et aussi une estimation de la survie des patients faite par les oncologues. Ce qui a été intéressant, mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans notre étude, c'est qu'on a du mal à estimer la survie de nos patients. On pense toujours qu'on a le temps de faire des choses, d'enclencher l'orientation en soins palliatifs, mais en fait, ce n'est pas tout à fait le cas. Ils ont regardé un petit peu quels étaient les patients qui étaient les plus fragiles et qui bénéficieraient le plus d'un accompagnement palliatif. Et ceux-là étaient les femmes et les adultes jeunes, en sachant qu'ils utilisaient comme cut-off les patients qui étaient à moins de 70 ans, donc ce n'était pas tout à fait jeune. Mais ces groupes de patients étaient les plus symptomatiques. Et parmi les symptômes, le plus souvent, les plus fréquents symptômes qui ont été observés étaient des patients qui avaient des souffrances psychologiques. Tous les patients en fait avaient une évaluation psychologique dès le début et le suivi psychologique était débuté pour plus d'un tiers des patients. L'inappétence aussi avec la dénutrition était parmi ces symptômes qui étaient très souvent rencontrés. Donc les patients étaient suivis aussi par des nutritionnistes et des diététiciennes dès le début. Et puis bien sûr les douleurs qui sont en fait, rencontrées chez à peu près tous les patients cancéreux. Donc, suite à toutes les évaluations, un suivi palliatif systématique a été réalisé pour un 3/4 des patients, soit par l'équipe de ce centre-là, soit par des équipes territoriales. Donc, il n'y a pas de bonne formule qui marche pour tous les centres. Il faut aller chercher quelle est la meilleure organisation en fonction de la structure où on travaille. Pour trouver les bonnes façons d'intégrer les soins palliatifs et pour arriver à s'occuper et faire le bon accompagnement de nos patients de la meilleure façon possible.
Et puis, je vais vous parler de juste un petit point sur la sédation palliative, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de discussions qui s'intensifient autour de l'euthanasie en France. Je pense que c'est très important de savoir quelles sont les options qu'on peut proposer à nos patients en fin de vie. Celle-là, c'était une session éducationnelle faite par Nathan Cherney, qui est un pionnier dans les soins palliatifs, et qui faisait un petit peu le point sur la sédation palliative. Je vous recommande de le regarder si vous avez le temps. Donc, en France, on a la sédation profonde et continue jusqu'au décès comme une mesure de dernier recours pour soulager des souffrances réfractaires en fin de vie en utilisant des médicaments sédatifs à visée d'altérer l'état de conscience du patient. Donc, ça se fait, c'est une décision qui se prend d'une façon multidisciplinaire. Donc, c'est une décision collégiale. Le symptôme réfractaire est différent du symptôme complexe, c'est très important. Un symptôme complexe, c'est un symptôme qui a une cause possiblement réversible et qui nécessite plusieurs adaptations thérapeutiques. Par contre, le symptôme réfractaire, c'est une fois qu'on a épuisé toutes ces thérapeutiques, en faisant appel à des équipes qui ont l'habitude de gérer ce type de souffrance. Donc, c'est très important de s'adapter aux valeurs et aux attentes du patient, de la famille et de l'équipe soignante. Donc la sédation, elle est différente de l'euthanasie par son intention, par sa proportionnalité. On ne doit pas faire une sédation profonde d'emblée. On peut faire une sédation qui est adaptée aux besoins de patients, proportionnée. La finalité est différente parce que dans la sédation, une fois qu'on a altéré l'état de conscience du patient, on ne sait pas en combien de temps le décès va s'installer. Par contre, l'euthanasie, c'est pour donner la mort immédiatement. C'est très important de communiquer avec nos patients pour leur exposer toutes ces possibilités qu'on a pour soulager les souffrances de fin de vie. C'est très important de ne pas l'utiliser d'une façon judicieuse. Ça veut dire dans des contextes d'épuisement d'équipe, épuisement familiaux, où par exemple on n'a pas cherché une cause réversible, donc faire une perte de chance pour le patient. Voilà, du côté soins palliatifs. Merci à toi. On passe aux soins de support avec toi, Mario. Oui, merci. Je vais prendre... Non, plutôt là. Voilà, merci. Voilà, bah écoutez, bonjour à tous. Effectivement, quelques mots sur ce qu'on a pu voir à l'ESMO en termes de soins de support. Alors, le premier que j'ai sélectionné, c'est une idée que je trouve intéressante parce que c'est vraiment du quotidien. On parle beaucoup d'interaction médicamenteuse et là, c'est un exemple vraiment qu'on peut tous rencontrer dans notre pratique. C'est finalement, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on met un médicament antalgique qui est métabolisé via un cytochrome particulier et qu'on ajoute un médicament anticancéreux qui est très largement utilisé. Karim Fizazi sait bien de quoi je parle, dans le cancer de la prostate, et qui lui est un inducteur justement de ce cytochrome. Eh bien, il arrive ce qui devait arriver, mais encore fallait-il le démontrer, c'est qu'effectivement, si on compare la pharmacocinétique de l'oxycodone seul ou en association avec de l'enzalutamide, eh bien, on voit une différence, on voit une diminution finalement de la disponibilité de l'oxycodone, et c'est la même chose avec le métabolite actif qui est l'oxymorphone. Alors, du coup, au quotidien, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut faire un petit peu attention, parce que sous un patient sous oxycodone, si vous rajoutez de l'enzalutamide, eh bien, il faudra probablement adapter la dose antalgique. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de proportionnalité entre le taux sanguin d'un traitement opioïde et son efficacité antalgique, et surtout, parce que les gens vont aller mieux sous enzalutamide, on peut être amené à arrêter l'oxycodone, et à ce moment-là, il y a un risque non négligeable de surdosage, surtout si on s'adresse, et c'est souvent le cas dans les cancers de la prostate, à des patients âgés. Ça, c'était le premier. La deuxième, c'est aussi un sujet, alors c'est un sujet qu'on connaît bien, mais je trouve intéressant de sélectionner cette étude, qui est l'étude de la cohorte Canto. Vous savez, c'est une grosse cohorte de suivi très, très important de plusieurs milliers de patientes qui ont un cancer du sein. Et là, on s'est intéressé à la santé sexuelle des patientes. Alors, c'est un sujet... On dit tout le temps qu'il faut s'y intéresser, que c'est important, mais finalement, on le fait assez peu souvent en pratique quotidienne. Et là, vous savez, c'est plus de 7000, près de 8000 patientes, en fait, non ménopausées, qui étaient des femmes relativement jeunes, donc. Et on a regardé, finalement, eh bien, la façon, leur santé sexuelle,
sur différents paramètres que vous voyez là. Et on se rend compte d'abord que c'est un problème qui concerne finalement 3/4 des patientes, un problème extrêmement fréquent. Alors vous allez me dire que ce n'est pas une surprise, mais quand même, c'est quand même une proportion très importante. Et quand on regarde qu'est-ce qui s'est passé derrière, en sachant que ces patientes sont prises en charge par des équipes chevronnées, qui ont l'habitude, qui ont des ressources, eh bien on se rend compte que uniquement une petite minorité de ces patientes, finalement, est orientée soit vers un gynécologue, soit vers un psychothérapeute à orientation éventuellement de santé sexuelle. Donc, voilà l'illustration, si vous voulez, de quelque chose qu'on sait, mais je trouve que c'est intéressant de le voir sous ces termes-là. Voilà un problème qui est fréquent, oui, qui est très peu pris en compte, oui. Et la conclusion, enfin une des conclusions de la personne qui faisait le commentaire, d'ailleurs, c'était de dire, bah, c'est typiquement le genre de symptôme, si on ne va pas le chercher, eh bien spontanément on va passer à côté. Et c'est bien dommage parce que c'est des patientes qui vont vivre potentiellement longtemps. Il n'y a aucune raison de ne pas s'occuper de leur qualité de vie dans toutes ces dimensions. L'autre élément aussi tiré de la cohorte Canto, eh bien c'est finalement, les traitements anticancéreux provoquent des aménorrhées, en particulier la chimiothérapie. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Et voilà donc une cohorte importante de plus de 1600 patientes. Et on a regardé chez ces patientes qui étaient au départ non ménopausées. Alors, on a regardé qu'est-ce qui se passait quand elles étaient ménopausées. D'abord, elles sont c'est souvent, et on le sait bien, que ça fait partie même de l'efficacité thérapeutique quelque part. Hein. Donc ça, c'est pas un scoop. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer que cette aménorrhée chimio-induite, elle a effectivement un impact péjoratif. Alors, je vous ai montré deux critères. Hein. C'est le critère global, le QLQC30 d'une part, et la fonction cognitive. Alors ça non plus, vous allez me dire, bon, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. On sait bien que l'aménorrhée, la ménopause entraîne un certain nombre de choses. Sauf que là, enfin, l'intérêt, je trouve, de cette étude, on parle beaucoup, vous savez, de prise en charge personnalisée. Et bien, cette prise en charge personnalisée, on l'a déjà dit ici, elle ne doit pas s'arrêter au thérapeutique, mais aussi au suivi des patientes et des patients. Et donc, l'aménorrhée chimio-induite, c'est un des facteurs, et on en connaît d'autres, et l'étude de Canto a permis d'en mettre un certain nombre en lumière pour adapter finalement les modalités de suivi de ces patientes en fonction justement de ce type de symptômes. Et enfin, alors ça c'est une étude qui est, alors je vous le dis d'emblée, c'est une étude très préliminaire, qui a un petit nombre de patients, qui est critiquable sur la méthodologie, mais quand même, je trouve intéressante, c'est la problématique des neuropathies liées aux chimiothérapies, en particulier là, en l'occurrence avec le paclitaxel. Et c'est une étude qui a eu pour objectif donc une étude randomisée en fait, où le patient était son propre témoin, c'est-à-dire soit par refroidissement, par un gant réfrigéré, soit par compression en mettant un gant un peu plus petit que ce qui était prévu normalement. Vous voyez, petite série de patients, mais on montre que dans les deux cas, on a une amélioration très significative de la situation, on a moins de neuropathie de façon significative. Donc ça nécessite bien sûr d'aller plus loin et de pousser. Le patient était donc son propre contrôle puisque seule la main dominante était traitée, hein, l'autre servait de contrôle. Et puis une étude ancillaire qui a été montrée, là aussi très, très, très préliminaire. Il pourrait y avoir chez ces patientes, chez les patientes, puisque en l'occurrence c'est le cancer du sein, mais un intérêt à faire des IRM à la fois en termes diagnostic, mais surtout pronostic sur ces neuropathies dont on sait qu'au quotidien, elles peuvent impacter de façon très négative la qualité de vie des patientes. Merci beaucoup Mario. Donc le principe étant, dans cette étude, qu'on cherche à entraîner une vasoconstriction d'une façon ou d'une autre. C'est ça. Et du coup, à limiter la toxicité du produit. C'est ça. Et dans un cas, de façon très simple, parce que ça ne coûte pas cher, hein, il suffit de prendre un gant plus petit que la taille de la patiente. Et si ça marche, c'est vrai que ça pourrait du coup lever un frein finalement à l'utilisation de ce genre de thérapeutique. Bon, ben, important potentiellement pour la pratique. Si jamais il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas à vous montrer. Nous, on ne vous voit pas très bien, donc il faudra sûrement que vous veniez dans le couloir pour qu'on puisse vous voir, mais n'hésitez surtout pas. Non,
J'en vois pas. On est juste dans les temps. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Merci. Et puis, restez avec nous. Dans quelques minutes, on enchaîne avec les cancers ORL et les tumeurs cérébrales. À tout de suite.